L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. En cette veille de Noël, ce dimanche, je reçois pour vous Maître Jacques Migan. Il est ancien bâtonnier, membre fondateur et membre du bureau politique du parti politique Bloc républicain. Il est le directeur du Centre international de formation en Afrique des avocats francophones, CIFAF, qui existe depuis 23 ans. Avec lui, chers amis internautes, nous essaierons de décrypter le discours sur l'état de la nation qui a été prononcé par le président Patrice Talon jeudi dernier devant la représentation nationale. Il fera un petit commentaire sur cette nébuleuse affaire de détournement à l'Office béninois du sport scolaire et universitaire OBSU. Il nous donnera également ses motivations par rapport à son souhait d'une révision constitutionnelle. Qu'est-ce qui soutient cette volonté manifeste de voir la Constitution être révisée? Il nous en parlera au cours de cet entretien. Jacques Migan, bonjour. Bonjour, monsieur Kader. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Vous voulez véritablement une révision constitutionnelle? Vous la souhaitiez? Je vais vous dire quelque chose. Il ne m'appartient pas de vouloir la révision constitutionnelle, c'est le peuple qui en décide. Soit le peuple, soit les représentants du peuple qui se trouvent à l'Assemblée nationale. Mais vous en parlez. Oui, donc il y a le souhait. Non, j'ai lu comme tout juriste, comme tout avocat, comme tout député, la Constitution, puisqu'elle existe depuis 33 ans aujourd'hui. Et vous savez, le monde évolue, le droit évolue. Donc, c'est normal que de temps en temps, on puisse voir ce qui peut être revu, comme partout d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aux États-Unis, les gens parlent d'amendements. C'est toujours cette constitution qui existait depuis longtemps, mais qui a connu des amendements, on vous dira amendement ceci. Et c'est ce que nous avions fait. La constitution existe depuis... comme je l'ai dit tout à l'heure, 33 ans. Mais elle a connu une révision en 2019, monsieur le journaliste. Donc, ça veut dire que le droit évoluant... Vous souhaitez des amendements au Bénin également? Ce n'est pas moi qui le dis. La Constitution a prévu pour sa révision ce qu'il faut faire. On en parlera tout à l'heure. On en reparle tout à l'heure. Vous allez donner un peu ce que vous estimez qu'il faille changer au sein de cette loi, de notre loi fondamentale. Alors, le président Patrice Talon a prononcé jeudi dernier un discours sur l'état de la nation devant la représentation nationale, un discours qui fait part de toutes les prouesses réalisées par le Bénin sous sa gouvernance. Jacques Migan, lorsque vous avez suivi ce discours de façon succincte, qu'est-ce que vous reteniez? Mais vous savez, déjà, il faut noter que le président de la République a satisfait à une obligation constitutionnelle. L'article 72 de notre Constitution a bien précisé que le chef de l'État, une fois par an, doit faire le point de ce qu'il a fait au cours de l'année civile. Donc, en 2023, il nous a dit ce qui a été réalisé, ce qui a été fait. Donc, ces actions, ces réalisations, ces réformes au cours de cette année. Pourquoi? Puisqu'il a été élu par un peuple. Et c'est normal qu'il donne à ce peuple ce qu'il se passe, qu'il lui dise ce qui se passe. En réalité, nous devrions voir cela comme une démarche normale. On ne vous a pas élu
point blanc signe. Non, on vous a élu pour des résultats bien précis. Parce qu'à un moment donné, en 2021, les Béninois l'ont reconduit parce qu'ils ont estimé que c'est l'homme qui peut satisfaire leurs besoins vitaux. Donc, c'est normal que chaque année, depuis qu'il a repris, ou son mandat a été renouvelé, il est tenu de nous dire ce qui se passe. Donc, ce qu'il a fait, c'est normal. Mais le discours qui a été prononcé jeudi dernier, certains estiment que c'est un discours un peu flatteur, parce que ça montre quand même que tout est bien, tout est rose, sur le plan de la démocratie, de l'état de droit, sur le plan de la gouvernance, que tout va bien au Bénin. Je vais vous expliquer. Quand on vous confie une entreprise, ce n'est pas pour faire du n'importe quoi. A fortiori, un État. Je ne sais pas si vous imaginez. On ne lui a pas confié la destinée, notre destinée, pour qu'il fasse mal. Sa préoccupation, c'est de créer les conditions dans les secteurs vitaux de notre pays, de créer les conditions pour que les Béninois se sentent heureux. Notre bien-être. Nous le lui avions confié dans tous les secteurs. Et il les a parcourus en 40 minutes. Donc, dire qu'il aurait fait ceci, il aurait fait cela, j'ai entendu dire, par exemple, que c'est des litanies. Non, soyons sérieux, monsieur le journaliste. Là, vous faites allusion aux commentaires de l'opposition et surtout de monsieur Eric Hundote, qui est un des responsables du parti qu'on appelle les démocrates. Bref, le vice-président de cette formation politique. Il est le vice-président de ce parti politique et il est député à l'Assemblée nationale. Vous savez, ce que je tiens à dire, quand vous reprenez thème par thème ce que le président Patrice a dit, je mets au défi celui qui pourrait dire que ce n'est pas ça. Nous ne lui avions pas demandé de nous dire ce qui va se passer, mais ce qui a été fait en 2023, monsieur le journaliste. Donc, il nous a fait état de ce qu'il a réalisé en 2023, qui sont des choses palpables, des choses concrètes, des choses visibles dans le pays vis-à-vis des Béninois. Si vous prenez étape par étape ce qui a été dit, vous constaterez que lorsque vous sortez de ce discours, en allant sur le terrain, mais vous constaterez que c'est une réalité, c'est des réalités. Il a parlé de la diplomatie. Parlons de la diplomatie. Puisque il a commencé par là. Bien avant cela, il avait émis des vœux. Ce que nous devons être, ce que nous devons faire. Pour reprendre son terme, si vous me le permettez, oui, l'état d'esprit qui doit nous caractériser désormais, qui doit caractériser notre pays et nous caractériser nous-mêmes, citoyens. Celui de nous laisser porter par un vent nouveau, fait de détermination, d'optimisme, de rigueur, de foi en l'avenir. Et quand vous lisez, quand vous écoutez ces premiers mots, vous comprenez que c'est normal qu'il aille vers ce qu'il a dit. La diplomatie, par exemple. La crise au Niger, les gens auraient pensé qu'on a croisé les bras. Non, je l'ai toujours dit, je l'ai dit encore ici, que nonobstant cette crise, le président Patrice Talon, à travers sa diplomatie concurrente, comme je le dis, travaille. La CEDEAO a pris des décisions. Le Bénin, le peuple béninois et le peuple nigérien, c'est des peuples frères. Il n'y a pas de problème entre nous. Oui, mais les citoyens veulent des actions concrètes. Mais bien on veut apprendre que la frontière est ouverte. Mais elle est ouverte, puisque quand vous prenez le corridor, alors que les frontières sont fermées, mais on a prévu un corridor pour faire passer tout ce qui touche l'alimentation, les médicaments vers les Nigériens. Nous sommes des peuples frères. Il y a plein de Nigériens au Bénin comme il y en a de Béninois au Niger. Nous sommes, comme je le dis souvent, pour prendre cette métaphore, la langue et les dents. Est-ce qu'on peut se chamailler? Même si nous nous chamaillons, nous devons demeurer toujours ensemble, liés, puisque nous sommes nés pour être ensemble. Si vous prenez le social, monsieur le journaliste, il vous souviendra, lorsqu'il a cédé, son mandat a été renouvelé en 2021, il nous a prévenu qu'il mettra l'accent sur le hautement social. C'est une réalité dans notre pays aujourd'hui, le hautement social. Comment vous sentez ce hautement social là Écoutez, je vais vous dire, je viendrai là tout à l'heure sur la première... Est-ce que vos populations de Porte-Novo, est-ce que lorsque vous les côtoyez, est-ce qu'elles vous disent qu'elles sont véritablement en phase avec ce hautement social? Est-ce qu'elles perçoivent les effets de ce hautement social? Mais bien entendu,
commençons, il y en a 4 éléments, monsieur le journaliste, qui composent. Vous avez le microcrédit, qui est une réalité. Nous avions été récompensés sur le plan régional, au niveau de l'UEMOA. Tout le monde sait ce que représente le Bénin aujourd'hui sur ce plan. Nous faisons mieux que ce qui se faisait hier. Et nos mères, nos sœurs, et même d'autres personnes, puisqu'on a tendance à croire que le microcrédit est réservé aux seules femmes. Non. Lorsque vous vous trouvez dans des conditions bien déterminées, mais vous en bénéficiez. Ce n'est pas comme le dit le chef de l'État hier, lorsqu'on vous en donne, on vous demande encore de prélever sur cette somme qu'on vous a prêtée pour que vous confectionnez des uniformes, que vous veniez encore louer celui qui vous l'aurait donné. Hier, on sait combien on donnait aux gens, ça tournait autour de 20 000, 30 000, quelque chose de ce genre. Hier, aujourd'hui, c'est plus que ça, c'est 50 000, ça va être à 100 000. Et c'est 12 milliards qui sont prévus pour ça, pour ce microcrédit, monsieur le journaliste. Et les femmes en bénéficient pour leur commerce, pour leur activité. Et d'autres artisans que je connais en bénéficient aussi. Donc c'est le premier élément de l'arche, de ce rehaussement social dont parle le président Patrice Talon. Le deuxième élément, c'est la santé. Et vous savez, vous comme moi, ce que représente la santé pour des gens comme nous, dépourvus de couverture, où les pauvres, les extrêmes pauvres n'en bénéficient pas, n'ont pas de couverture. Les gens ne pouvaient pas se faire soigner. Le président Patrice Talon a pris cette décision salutaire de dire que lorsque vous faites partie des pauvres extrêmes, que l'on se recense à travers de la carte qui est aujourd'hui une réalité, on sait qui sont ces pauvres, ces extrêmes pauvres, ils bénéficient des soins gratuits. Des soins gratuits, c'est le deuxième élément. L'élément important, et vous savez ce que représente la santé dans la vie d'un homme, de nos populations, dans les villages, dans les quartiers, quelle que soit la région. Il n'y a pas une zone privilégiée. Tout le monde en bénéficie lorsque vous remplissez les conditions indiquées. Sans distinction politique. Sans distinction. Mais bien entendu, le président Talon, c'est le président de tous les Béninois, monsieur le journaliste. Une fois élu, vous devenez le président de tous les Béninois. Et il ne cherche même pas à savoir si c'est sa famille, c'est pas sa famille politique. Et le troisième élément, c'est la formation, surtout des jeunes aujourd'hui. Et ils en bénéficient. Et c'est-à-dire, vous ne pouvez pas, aujourd'hui, pour certains, continuer. Ils demeurent dans l'informel parce qu'ils n'ont pas eu, à un moment donné, la chance de continuer les écoles par manque de moyens. Par manque de moyens. Aujourd'hui, cette formation permet à ceux qui, hier, n'avaient pas cette possibilité de se former, de reprendre la formation. Et cette formation, elle est vitale, puisque c'est la richesse. Tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir financer un enfant qui va à l'école. Mais en lui donnant une formation à un électricien, à un maçon, à un plombier, à tous ces gens-là, ils vont aujourd'hui avoir un métier. Moi, je connais des maçons aujourd'hui qui, grâce à la formation donnée dans le cadre de l'AH, et qui maintenant qui vont plus loin, des gens qui vont plus loin dans le cadre de l'apprentissage. Et quand vous avez la santé, le microcrédit, la formation, il y a le quatrième élément, monsieur le journaliste, c'est la retraite, c'est la pension. Après 50 ans, vous imaginez nos parents, vous êtes comme moi, nous sommes d'une zone, vous êtes d'une région, je suis aussi d'une région. Nous connaissons comment évoluent nos parents à partir d'un certain âge. Ils sont sans argent, ils sont sans rien. Mais aujourd'hui, les conditions sont en train d'être mises en place pour que vous puissiez bénéficier comme le fonctionnaire, comme vous, comme moi aujourd'hui, qui travaillons, qui puissent aussi, ces artisans, ces commerçants, tous ceux qui sont ces agriculteurs, bénéficier aussi demain d'une pension. Mais il y a des conditions à remplir, il y a des démarches qui se font, c'est toute une organisation que le président Patrice Talon est en train de mettre en marche aujourd'hui pour faire profiter à nos compatriotes de ville ou de campagne, peu importe là où vous êtes, vous aurez ces 4 éléments de l'arche. Et il a redit hier, et il a donné l'évolution de là où nous en sommes. Et je continue à le dire, ça ne se faisait pas hier. Ça ne se faisait pas aujourd'hui, c'est le cas de la sécurité sociale. Quand vous prenez le président Patrice Talon, mais il dit que tout le monde, que vous soyez employé de maison, que vous soyez, quel que soit ce que vous faites comme emploi, vous devez être déclaré à la sécurité sociale.
Vous imaginez ce que ça représente pour le Béninois. Jacques Migan, vous savez, dans les commentaires qui se sont fait entendre juste à la fin du discours du président Patrice Talon, je prends un commentaire qui, parmi tant d'autres, qui dit le Bénin est 7 premiers, mais il est premier partout, mais sauf au Bénin. C'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il y a des performances qui sont effectuées et autres, mais ces performances-là, on a comme l'impression qu'elles ne sont pas perceptibles lorsqu'on côtoie les Béninois. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est vous qui le dites. J'étais hier, en suivant cette émission, dans le cadre du commentaire, nous étions un certain nombre, il y avait des gens de l'opposition. Ils donnaient les exemples de leur vécu à travers ce qui se passe aujourd'hui. Et nous sommes, hier encore, il y a quelqu'un qui est de la même région que moi qui disait, bâtonnier, je n'y croyais pas. Je me suis dit, jamais cela ne se ferait. Au niveau des infrastructures, j'entends par là, Sémé, de Sémé à Porte-Nouveau. Je prends cet exemple, de Sémé à Porte-Nouveau. Vous savez que la voie, elle est une voie aiguë. Et là où il y a beaucoup d'accidents, aujourd'hui. Alors qu'on aurait dû faire cette voie depuis le général Mathieu Kérékou dans les années où paix à son âme, M. Tévoïdré était aux responsabilités, ministre en charge du plan et autres. Mais ça n'a pas été fait. Le président Kérékou le général était parti pour le faire. Mais pour des raisons égocentriques, personnelles, ça n'a pu se faire parce que quelqu'un qui était aux responsabilités n'a pas voulu qu'on construise cette voie qui aurait pu avaler sa maison. Vous imaginez, on a fait la voie 2 par 2 de Cotonou à Sémé, mais arrivé à Sémé, paf, ça s'est arrêté. Ce que le président Patrice Talon, lorsqu'il est arrivé aux responsabilités, il a dit, moi je la ferai, je la bâtirai. Est-ce que c'est visible? Mais bien entendu, c'est visible. On l'a vu aujourd'hui. Vous allez aujourd'hui à Sémé pour aller à Porte-Nouveau, cette voie est en construction, comme les voies sont en construction, quelles que soient les régions de notre pays. C'est-à-dire, quand j'entendais hier le président Talon s'exprimer, j'étais ému. J'étais très ému, j'étais en joie. Et je me disais, mais c'est une réalité. Pourquoi n'avions-nous pas commencé depuis 1960? Si on aurait commencé avec un monsieur comme Patrice Talon, vous imaginez là où nous serons aujourd'hui. Il n'a pas parlé que de ça. Il a parlé également de notre agriculture. Il a mis l'accent sur des points précis. Il y aura de nouvelles filières? Mais bien entendu, vous vous rappelez cette filière manioc dont on nous parlait, et du temps du général Mathieu Kérékou, et du temps du président Boniaï. Mais le président Patrice Talon dit que ça va être une réalité. On ne se contentera pas seulement de la filière du coton, du soja, de l'ananas, mais il y aura également l'arachide et le manioc. Et que l'huile d'arachide ne sera plus importée. Mais nous produirons l'huile d'arachide pour les besoins locaux. Et pourquoi pas vers aussi l'exportation vers le Nigeria. Et justement, parlons de la démocratie et de la diplomatie. Nous en parlions tout à l'heure. Je ne vous apprends rien. Ce qui a été fait il y a encore 3 semaines, monsieur le journaliste, entre le président Patrice Talon et son frère et ami, le président Bola Tinubu. C'est-à-dire cette rencontre qui a donné la libre circulation des produits, 46 produits qui vont circuler d'un pays à l'autre. C'est une réalité. C'est vrai, le président n'en a pas parlé hier, mais il en a tellement fait qu'il ne pouvait pas tout dire en 40 minutes. Donc, l'agriculture aujourd'hui est une réalité. Et vous l'aviez constaté vous-même. Non seulement il a permis à nos producteurs, quelle que soit la filière, je dis bien quelle que soit la filière, de profiter de leur production, que ce soit au niveau du soja, que ce soit au niveau du coton, que ce soit au niveau des produits vivriers, mais c'est des réalités palpables. Et vous verrez, nous avions entendu hier comment il entend développer la filière manioc. Et la filière manioc, mais croyez-moi, ça va vraiment générer pour les producteurs des gains formidables, monsieur le journaliste. Il en est de même de l'arachide dont je parlais tout à l'heure. Donc le chef de l'État a également parlé de la subvention pour que nous ne demeurions plus dans cette agriculture. Ça dit tout sera mécanisé. Il a dit comment nous devions faire pour que l'agriculture soit
mécaniser, les subventions à hauteur de 50% que l'État donnerait pour permettre cette réalité. Donc, c'est là où je dis que le chef de l'État, nonobstant les difficultés connues sur le plan international, il a dit, s'il se confirme que les guerres ont entraîné ce que nous avions connu en ce qui concerne les intrants, qui ont fait régresser un tant soit peu les productions, le chef de l'État dit, nous, la résilience voudrait que nous ne baissions pas les bras et que nous irons encore plus loin. Nous avions connu des secousses, il faut le reconnaître. Hier, on parlait de la Covid-19. On a parlé de la guerre russe-Ukraine. Et aujourd'hui, ce qui se passe entre Israël et Gaza, les gens ne s'en rendent pas compte. Les impacts de ces conflits, les impacts de cette guerre sur nous, les pauvres, c'est nous qui en souffrons le plus. Mais nonobstant cela, nous en sortons comme nous avions créé les conditions pour sortir du Covid, où le Bénin a été trop apprécié sur le plan international, je vais même plus dire, loin pour dire sur le plan mondial. Ça n'a pas du tout fait frémir notre économie. Et le chef de l'État, il l'a rappelé, les résultats obtenus sur le plan économique, ce que nous avions réalisé, monsieur le journaliste. Justement, sur le plan économique, le chef de l'État a donné beaucoup de chiffres, mais Éric Onété dit par exemple que le chef de l'État embrouille avec ces chiffres. Mais non, vous savez, au contraire, c'est pour la première fois que notre croissance est partagée. Hier, elle n'était pas partagée, on nous disait tout le temps, croissance de ceci, croissance de cela. Mais le Bénin, sur le plan de l'Afrique, le rare pays a maintenu le taux à 5-6%. Et l'inflation à 3%, il faut le faire. Ce n'est pas évident. Le seul pays, sur le plan africain, maintenir l'inflation à 3%, et comme je viens de le dire, la consommation est partagée. Ça veut dire que la croissance est partagée. Ça veut dire quoi? Nous vivons de ce que le président Patrice Talon est en train de faire sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'énergie. Ça nous fait gagner. Et le bien-être de chacun s'en ressent à travers cette croissance. Parce que tout le temps, les gens disent, mais croissance, est-ce que ça réjaillit sur le commun des Béninois? Mais c'est une réalité. C'est-à-dire, je le dis... C'est la grosse inquiétude. Nous en vivons, écoutez. Et on se demande, est-ce que cela est perceptible véritablement? Mais bien entendu, pour venir ici encore, aujourd'hui, je n'ai pas pris part des voies qui sont, où on cherchait son trou dans lequel on doit passer. Hier, que ce soit sous le régime que j'ai eu à servir, il faut être honnête et le reconnaître, sous le général Mathieu Kérékou, sous Boni Yahi. Vous choisissez le trou dans lequel vous allez passer. Vous choisissez. Mais l'Alfata, j'ai passé par là. Cotonou, la ville phare, et d'autres villes du Septentrion, du Mono, du Koufo, de l'Ouémé, des collines, du Zou. Tout est en chantier. Et ces chantiers, comme dit le président de la République, j'aimerais de mon vivant vivre ces réalités-là. Comme je le dis à moi-même, je suis en train de vivre ces réalités. Qui l'aurait cru? Vous allez être très fier. Je ne suis pas que fier. Très ému? Je ne suis pas qu'ému, je suis heureux. Vous êtes heureux. Alors, Jacques Migan a noté que dans ce discours qu'il y avait une volonté de comparer sa gouvernance à celle de l'ancien président Boni Yahi, à tel enseigne qu'on peut déduire quelques pics, comme quoi le Bénin avance sans pose de première pierre, sans lancement. On se dit en fait, la guerre Patrice Talon Boni Yahi, elle s'est fait également montre à travers ce discours. Non, le chef de l'État a voulu dire par là. Oh, c'était juste une note d'humour à l'endroit de la représentation nationale. J'ai un humour amusant, je dirais. C'est pour montrer qu'on peut faire, comme nous avons souvent l'habitude de le dire, le bruit ne fait pas du bien. Le bien ne fait pas du bruit. Il faut résumer ça en cette formule. C'est ce qu'il a voulu dire lorsqu'il dit nos mères, nos femmes et nos sœurs en particulier ne sont pas obligées de se parer d'uniformes qui leur coûtent une partie du prêt obtenu. Rappelez-vous, entendant par là le microcrédit, oui, s'exposer au soleil. À un temps. Non, ce qu'on faisait, c'était du folklore, c'était du populisme. Patrice Talon n'est pas dans le populisme, il est dans le pragmatisme. Il est dans le réalisme. Donc, c'est ce qui caractérise le président Patrice Talon. Donc, son souci, ce n'est pas de dire « je suis », « Nyéwe ». Non, ce n'est pas le gens qui dirait « Nyéwe », comme disait quelqu'un que nous avions connu dans ce pays. Non, Patrice Talon, c'est, comme je viens de le dire, le bruit ne fait pas du bien.
le bien ne fait pas du bruit non plus. Il agit dans l'intérêt des Béninois, pour le bien-être des Béninois. Je crois que nous devons, aujourd'hui, quelle que soit notre situation, politique ou non politique, reconnaître à l'homme ce qu'il est en train de faire dans l'intérêt supérieur de la nation, dans l'intérêt des Béninoises et des Béninois. Pourquoi ne pas le reconnaître? Osons le dire, comme dirait quelqu'un. Osons le reconnaître, comme nous aimons le dire. Non, je crois que ce qui se passe, c'est pas pour lui, c'est pas pour sa famille. Si nous pourrions emprunter cette voie, puisqu'il a annoncé dès le début de son allocution, je voudrais que les Béninois reprennent le début de son intervention d'hier. C'est très important, parce que ce qu'il a dit, c'est très formidable. C'est formidable. Il dit, je n'ai de cesse de souligner le nouvel état d'esprit qui caractérise désormais notre pays et nous caractérise en tant que citoyens. Celui de nous laisser porter par un vent nouveau, fait de détermination, d'optimisme, de rigueur, de foi en l'avenir. C'est important. Tout est là. Et j'aimerais bien que le chef de l'État reprenne ces formules bientôt lorsqu'il va dire ses vœux à la nation. Parce que tout est là. C'est ce qui nous caractérise aujourd'hui. Et il dit, cet état d'esprit, c'est celui de ne jamais renoncer face aux difficultés, monsieur Kader. Mais d'y voir un motif pour amplifier nos efforts en vue de la satisfaction de nos besoins. Tout est là. Quand vous plantez le décor en ces termes, ça veut dire que ça nous concerne tous. Il recherche quoi? Notre bien-être à chacun de nous. Il n'est pas là pour lui. C'est d'ailleurs que ça l'amuse souvent quand on l'appelle le père de la nation. Son humilité au président Patrice Talon l'amène à refuser même ce qu'il est. Et nous l'appelons affectueusement à bon nom, c'est-à-dire l'intrépide. Il est intrépide. Il est intrépide. Alors, comment comprendre, Jacques Mégan, qu'avec... là, je fais une transition vers un autre sujet très rapidement, parce que nous avons encore d'autres sujets à aborder, en dehors des discours sur l'état de la nation, mais comment comprendre que malgré tous ces efforts que fait le chef de l'État, des collaborateurs à lui, ça donne à des pratiques peu orthodoxes, des faits à caractère purement hétérodoxe, notamment le scandale au niveau de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. Jacques Mégan, vous, en tant qu'acteur politique, au regard de tout ce qui vous rend heureux de la gouvernance du président Patrice Talon, comment juxtaposez-vous les faits à cela? Monsieur Kader, est-ce que c'est nouveau? Il y a toujours des brebis galeuses. Et vous le savez mieux que moi. Il n'y a pas un monde parfait. Quelle que soit la maison, vous aurez toujours quelqu'un qui se démarquerait en bien, qui se démarquerait en mal. Moi, je n'ai pas été surpris. Au début de son mandat, dans les années 2016, nous avions connu des collaborateurs, des amis qui se sont retrouvés au Youf. Je dis bien au Youf, je ne vais pas citer leur nom puisqu'ils ont déjà purgé leur peine. Nous avions connu des ministres qu'on a écartés du gouvernement pour des raisons dont vous parlez qui ne concordent pas avec la vision du président Patrice Talon. Alors qu'ils savent qui est cet homme, sa rigueur, l'homme qui n'apprécie pas que lorsque vous êtes dans une équipe qui a un maillon faible. Non. Mais malgré ça, vous avez toujours quelqu'un, une brebis qui est toujours galeuse. Donc, moi, je ne suis point surpris. Et l'affaire dont vous parlez aujourd'hui, vous devez savoir, monsieur le journaliste, monsieur Kader, que nonobstant cela, il y a toujours des gens qui pensent qu'ils pourraient passer entre les mailles. Ah, soit, mais et les autorités compétentes pour prévenir ce mal. C'est là où je voudrais que le président de la République renforce cette équipe de prévention, ces contrôles, ces inspecteurs qui doivent régulièrement... Et justement, on parle de 2019 à 2023. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des structures étatiques compétentes qui soient à même, de façon saisonnière, peut-être par semestre ou de façon annuelle, contrôler les fonds publics? C'est là où je voudrais en venir. C'est là où je voudrais en venir. Des offices étatiques. Vous savez, il vous souviendra, monsieur Kader, ici même, nous avions abordé un sujet en ce qui concerne le siège qui doit servir à l'Assemblée nationale à Porte-Nouveau, où je vous disais qu'il faut distinguer
entre la responsabilité du responsable et sa responsabilité pénale et sa culpabilité. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En réalité, dans le dossier qui est donc le dossier évoqué, c'est le ministre d'abord. Avant toute chose, puisque c'est le responsable de tout ce monde. Qu'est-ce qu'il a fait, le ministre en charge du sport du moment? Quelle a été sa responsabilité? Je ne dis pas qu'il est coupable. Je vous avais déjà dit ce qu'il en est. Et je vous avais donné à l'époque l'exemple de Georgina Dufoy en France sur le sang contaminé. Je ne dis pas que le ministre est coupable, mais je dis mais sa responsabilité. On doit l'interpeller dans ce dossier. Où était-il lorsque cela se réalisait? D'une part. Et d'autre part, nous avons des structures de contrôle. Nous avons des structures d'inspection. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Elles ont failli ou elles ont été complices? Je n'en sais rien. C'est les enquêtes qui nous le diront, monsieur le journaliste. Je ne peux pas, sur ce plateau, dire que tel est responsable, tel n'est pas responsable. Ce que je sais, c'est que le président Patrice Talon a prévu des garde-fous, des remparts pour qu'on aille point aujourd'hui dans ces genres de situations qu'on connaissait et qui se passaient allègrement sous les anciens régimes. C'est des choses en principe qui n'auraient point dû se faire sous Patrice Talon, puisque les dispositions sont draconiennes pour qu'on n'y aille point à ce niveau-là. Mais, et pourtant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, il y a eu des brigues galeuses. Mais, et les structures qui auraient dû prendre les dispositions pour arrêter la saignée pour qu'on n'aille pas à ce niveau, puisque vous avez commencé par une année pour venir à ce jour. Donc 2019 il faut, à 2023, 2019-2023. On parle de 2 milliards 600 et quelques mille de francs CFA. Le point de presse du procureur spécial après la criette. Donc, ne sont pas encore dans le domaine de la justice, puisque la justice est saisie du dossier et le procureur spécial a dit ce qu'il en est sur le plan de la justice, mais sur le plan administratif. C'est également une alerte, un avertissement à l'endroit. Mais non seulement un avertissement, mais c'est-à-dire, il y a deux volets. Il y a le volet administratif. Il faudrait qu'on revoie les structures de contrôle, les inspections. Il faudrait impérativement créer les conditions pour savoir pourquoi ça a pu se faire sans problème aucun. Et d'où la responsabilité de ce ministère, du ministre qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il en est, comment cela a pu se faire sous sa responsabilité. Je redis encore, je ne dis pas que le ministre est coupable, mais sa responsabilité doit nous dire quand même ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il a fait pour parer à cela. Donc, maintenant, laissons la justice faire. Mais ça n'exclut pas quand même que d'autres renforts se fassent, que nous renforcions les structures de contrôle, les structures d'inspection. Et je me réjouis d'ailleurs que vous évoquiez ce sujet, parce qu'il est réellement d'actualité et il doit nous interpeller pour que nous ne continuions pas dans cette voie-là. Aujourd'hui, on a besoin d'argent, 2 milliards et quelques. Vous imaginez ce que ça représente, monsieur le journaliste, pour le pays, ce qu'on aurait pu faire au niveau des enfants. L'espoir scolaire et universitaire. Mais écoutez, ça fait mal d'entendre que des individus, quelques individus, peut-être 3, peut-être qu'il y a d'autres complices, je n'en sais rien. Non, il faut maintenant... On parle d'escroquerie. C'est aller même au-delà. Mais comme le dossier est déjà entre les mains de la justice, et en tant que juriste, nous ne pourrons pas faire sur ce plateau un procès. Oui, tout à fait. Voilà ce que je peux vous dire. Merci à vous, Jacques Migan. Nous entrons à présent dans le troisième pan de cette émission. Depuis quelque temps, il est noté que Jacques Migan souhaite une révision constitutionnelle. Alors, qu'est-ce qui, dans la Constitution, vous paraît démodé, qui vous paraît plus à la mode, à se fier à vos premiers mots introductifs? Monsieur le journaliste, ma Bible, c'est la Constitution. J'ai la Bible sur le plan spirituel, mais la Constitution sur le plan politique, elle est aussi ce que j'appelle ma Bible. Et je la lis régulièrement pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. J'aime en savoir. Et quand je ne sais pas, humblement, je demande aux sachants de me dire ce qu'il en est. Donc, c'est en lisant toujours, comme j'aime les faire, ce qui en est, puisque la société évolue. Le monde dans lequel évolue. Donc, le droit évolue. En lisant, je me suis rappelé, il y a un problème qui pourrait se poser à court, à moyen et à long terme concernant... Lorsque j'ai su que le président Boni Aï a été porté, je dirais, à la tête
du parti qu'on appelle les démocrates. En devenant président de ce parti, il occupe désormais une place, une position élective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme le président Djogbenu, le président Biotchane, respectivement président de l'UPR, UP, le Renouveau, du Bloc républicain, ils ont été candidats. On est d'accord. Ils étaient élus. Biotchane était élu, député. Son suppléant a pris sa place. Djogbenu, député, son suppléant a pris sa place. Ce qui veut dire qu'en 2026, à tout moment, le président Boni Aï, malgré tout ce qu'il dit, il est en position élective. Donc, il peut être candidat et il peut être élu. C'est normal puisque tous les chefs de parti s'offrent toujours des places privilégiées pour être élus. S'il est élu président de la République... Mais la Constitution ne le permet plus. Pourquoi être président, pardon, excusez-moi, pas président, député. S'il est élu député, on est d'accord, par extraordinaire, en 2026, son parti devient le premier parti qui a la majorité pour élire le président de l'Assemblée nationale. Donc, il peut être le président de l'Assemblée nationale. Et tel que je connais l'homme, il ne va pas cracher là-dessus. Il chercherait à devenir, s'il est élu député, et que son parti se retrouve majorité à l'Assemblée nationale, qu'il devienne président de l'Assemblée nationale, je ne serai point élu. Mais que dit notre Constitution aujourd'hui en son article 50, monsieur le journaliste? Il dit ceci. Le président de la République, l'article 50, lorsqu'il est élu président de la République, il peut, par démission, décès ou empêchement définitif, laisser son mandat, refuser de continuer. C'est la Constitution qui le dit, en son article 50. Et cet article dit que quand il n'est plus dans ces conditions président de la République, mais c'est le vice-président qui prend le relais. Le vice-président élu au même titre que lui. Tout à fait. Alors, mais la même Constitution nous dit ceci. Si le vice-président prend la place du président qui a démissionné ou qui est parti par décès ou qui aurait connu un empêchement définitif, ce vice-président, en 48 heures, nomme un vice-président. On est d'accord. Mais si ce vice-président qui est devenu président ne le fait pas dans 48 heures et donne lui aussi sa démission, ou pour raison de décès n'est plus là, ou par empêchement n'est plus là, qui prend la place? Le président de l'Assemblée nationale, monsieur Kader. Dans le cas que j'ai cité tout à l'heure, si en 2026, Boni Aï se retrouve président de l'Assemblée nationale, par cette voie détournée, enfin pas détournée, prévue par la Constitution, mais il devient président de la République. Je n'invente rien, c'est dans la Constitution en son article 50. Oui, mais on comprendra que c'est une situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Mais écoutez, alors que toujours la même Constitution en article 42, voire 44, a bien dit que vous ne pouvez pas, pour avoir été successivement exercer deux mandats successifs, vous ne pouvez plus exercer un troisième mandat de votre vie. On est d'accord. Mais voilà le même article qui nous dit que vous le pouvez si vous êtes président de l'Assemblée nationale. Donc Jacques Migan dit quoi? Dans ces conditions, il faudrait qu'on révise la Constitution à ce niveau-là pour trouver la parade. Moi, je ne suis pas en train de parler aujourd'hui, à court terme, à moyen terme. Je le dis par rapport à ce qui peut être sur le plan du droit. Je n'invente rien. C'est dans la Constitution. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'ai pas ouvert le livre de la Constitution pour vous parler. Je l'ai lu. Je l'ai relu. Je dis, si nous ne le faisons pas, ça peut se passer un jour. Ça peut être Boni Aï. Ça peut ne pas être Boni Aï. Moi, je parle du court, du moyen, du long terme. Donc, c'est la première préoccupation que j'ai constatée dans notre révision, dans notre Constitution. Avant d'aller à la seconde, j'ai une question à vous poser. Alors, lorsque c'est ainsi, ça veut dire celui qui a été une fois ou deux fois président de la République ne peut pas être candidat à la vice-présidence. On ne parle pas de vice-présidence, je parle de présidence de la République. Oui, président de la République. Il ne peut pas être vice-président de quoi? De la République. Pourquoi donc? S'il a été déjà deux fois président, oui, et qu'il est candidat à la vice-présidence et qu'il est vice-président élu, ça veut dire qu'il peut être également président. Est-ce que je peux vous dire? Si je reste dans votre logique. Ma logique ne parle pas de vice-président. Ma logique dit ceci. Président de la République, oui,
il donne sa démission, il décède, il connaît un empêchement. Le vice-président prend sa place. On est d'accord? Ce vice-président qui prend sa place, il nomme un vice-président. Il n'a pas eu le temps, en 48 heures, de nommer un vice-président avant de décéder, avant de donner sa démission, avant de connaître un empêchement. On dit le président de l'Assemblée nationale assume, devient président de la République. Il n'y a pas de vice-présidence qui tienne. Il n'est pas vice-président. Oui, tout à fait, je comprends. Oui. La logique. Alors, lorsque, par exemple, je donne un exemple, hein, Oui. au hasard, au pif, hein, est-ce que, par exemple, Boniaï ou Patrice Talon peuvent être candidats à la vice-présidence en 2026? Je n'en sais rien. Ça aussi, c'est une autre branche. Est-ce que la Constitution La Constitution ne l'a pas prévu non plus. ne l'a pas précisé? Il n'a pas précisé. Mais nous le savons. Si vous ne pouvez pas être candidat, conformément à l'article 42, vous ne pouvez pas être vice-président. Mais la Constitution l'a président de sa vie, mais pas vice-président. Vous savez, pour être vice-président, il faut que la Constitution prévoie cela. Et ce que vous dites, ça m'amène encore à réfléchir sur ce cas. Donc, vous savez, c'est pour vous dire que les tests ne sont pas parfaits. Puisque nous connaissons, comme on le dit, des amendements, des révisions. C'est parce que tout bouge. Et tout n'est pas... Personne n'avait pensé au président Boniaï, à sa position élective. Personne n'avait pensé à ça. Donc, ce que vous dites, il faut encore y réfléchir. Mais je crois que ce que vous venez de dire, on peut trouver la solution dans cet article qui élit, je crois, 45, qui dit comment l'élection du président de la République et du vice-président pourrait se faire. Ce duo. On peut trouver une solution à ça. Je sais que nos constituants... Parce que, par exemple, en Russie, on a eu ce cas. Il ne pouvait pas être président, mais il a pu être le vice-président. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais la Constitution l'interdit d'être président. L'interdit d'être vice-président. Mais pas d'être vice-président. Est-ce que chez nous aussi, nous avons... C'est ça qui m'amène à dire que notre Constitution mérite révision. Il faut clarifier absolument. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il n'y a pas que ces points-là. Il y en a plein. Au niveau de la Constitution, ces contradictions. Ce qui veut dire que nous devons revoir beaucoup d'articles de notre Constitution aujourd'hui. Lesquels encore? Mais vous avez l'article 26. Bon, ça c'est ma vision. D'autres vous diront que ce que je pourrais dire peut ne pas être. Mais voilà notre Constitution, monsieur le journaliste, qui dit expressément que l'État assure à tous l'égalité devant la loi. Le même article 26 nous dit « L'homme et la femme sont égaux en droit, assure l'égalité devant la loi, égaux devant l'homme et femme sont égaux en droit. » Et le même article, je vous le lis, pour qu'on ne dise pas que Jacques Migan raconte, voilà ce qu'il dit, l'article 26. L'État assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale, monsieur le journaliste. L'homme et la femme sont égaux en droit. Toutefois, c'est cette portion de phrase maintenant qui nous donne ceci. Toutefois, la loi peut fixer des dispositions spéciales d'amélioration de la représentation du peuple par les femmes, c'est-à-dire ce que nous appelons habituellement la discrimination positive. Mais comment pourriez-vous dire que nous sommes égaux? Et dans le même temps, dire on va leur faire quand même une discrimination positive. Vous dites que nous sommes égaux en droit. Vous dites que nous avons tous devant la loi les mêmes égalités. Nous sommes égaux. Nous avons les mêmes droits. Et dans le même temps, nous sommes égaux devant la loi. Et vous dites qu'on va quand même le faire. C'est comme ça m'amuse souvent. Je vais vous dire quelque chose qui m'amuse. Bon, je n'y vais pas sur ce terrain-là. On dit la polygamie, elle est finie. Et la polyandrie. La femme ne peut pas être polyandre. Mais la polyandrie existe au Nigeria, au Cameroun, au Niger. Pourquoi on parle de la polygamie et on ne parle pas de la polyandrie? Bon, ça n'a rien à voir avec ce que nous disons. C'est pour vous montrer... Oui, c'est pour vous montrer les contradictions qu'il faudrait que ceux qui analysent, ceux qui réfléchissent sur nos thèses, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'on ne s'arrête pas à si bon chemin. Vous prenez l'article 42 ou 44 également, monsieur le journaliste. Hier, notre Constitution qui est née et qui a 33 ans aujourd'hui, monsieur le journaliste. 33 ans.
ben, les choses bougent. L'espérance de vie n'est plus ce que nous avions connu. Nous disons 40 ans, révolus pour être candidat aux élections présidentielles. Vous souhaitez qu'on ramène à 30 ans? Ben, écoutez, le monde évolue, monsieur le journaliste. S'il vous plaît. Quand vous pouvez aller, par exemple, au Canada, Trudeau, il a quel âge avant de devenir Premier ministre? Kabila, il avait quel âge pour être président de la République? Je peux citer d'autres cas. Ben, moi, j'aurais voulu qu'on revoie cette histoire d'âge en ce qui concerne le minima. Je ne sais pas. Moi, je n'ai rien à dire à ce niveau, mais je constate qu'on peut faire autrement. 40 ans, c'est trop. 40 ans, c'est trop. Le pays que nous avons cité tout le temps l'exemple, monsieur le journaliste, c'est la France. Macron, il avait quel âge lorsqu'il a cédé à la magistrature suprême en France? Et puis aujourd'hui, monsieur Biden, il est le président des États-Unis. Il sera candidat, mais il aura plus de 80. Il en est de même de son rival éternel, monsieur Trump. Ne sera-t-il pas? Mais il aura déjà dépassé 70 ans. Et puis aujourd'hui, quand vous prenez le président de mon parti, monsieur Biotchane, il a 71 ans aujourd'hui. Il est en pleine forme, monsieur Biotchane. Il peut être candidat à la présidentielle. Je ne dis pas ça, je dis bien. Son âge ne l'empêche pas de continuer à être actif. Il est actif, mais il réfléchit, il analyse. Comme j'aime souvent le dire, c'est quelqu'un qui est... je sais qu'il est doué, compétent, mais il peut encore beaucoup. Il peut encore beaucoup. Non, cet âge de 70 ans, monsieur le journaliste, à l'époque, nous savons pourquoi on l'avait fixé. On l'avait fixé pour éliminer un certain nombre d'anciens chefs d'État, c'est-à-dire, paix à leur âme, le président Aroma Degbe, le président Ibe Maga, et surtout le président Émile Derlin-Zinsou. Aujourd'hui, on peut revoir ce âge de 70 ans. Quand je vois ces hommes, j'ai cité au cours d'une émission le conseiller spécial du chef de l'État en la personne de M. Salam Ziv Kifouli, qui est un homme qui a toute sa tête et qui fait des analyses et qui se bat pour que le Bénin, dans les Émirats, un peu partout, puisse obtenir ce que nous voulons. Doit-on dire que ce monsieur est sénile? Non. Doit-on dire que M. Biotchane, que je salue au passage, non, il faut reconnaître à ces gens qu'ils ont encore les conditions physiques qu'il faut pour continuer, pour travailler. Surtout qu'on a besoin de ces compétences-là aujourd'hui chez nous. Quand ils sont à la retraite, c'est des valeurs que nous perdons. C'est des valeurs que nous perdons. Et l'espérance de vie aujourd'hui, monsieur le journaliste, dans notre pays, l'espérance de vie a évolué. Il faut que nous en tenions compte. Moi, je discute avec mon fils, il n'a pas 40 ans. Mais quand je discute avec lui, c'est une des discussions riches que j'ai avec lui, comme avec d'autres jeunes. Et rappelez-vous, les échanges que j'avais avec certains, ils n'ont pas 40 ans quand je discutais avec eux. Vous prenez votre collègue, Ojo Rachidi, mais c'est Rachidi aussi... Ojo. Mais voilà quelqu'un, il n'a pas 40 ans, mais il a une culture politique, je ne sais pas, géopolitique, très dense. Et que non pas certains qui ont 50 ans, 60 ans. Donc c'est pour vous dire, mais je prends votre cas. Et je l'ai toujours dit, quand nous échangeons, quand nous discutons, à quoi reconnaît-on les capacités à quelqu'un à gouverner? Qui détermine? Ce qu'il faudrait voir. Nous avons déjà prévu dans la Constitution les dispositions sur le plan médical. Il y a des facultés à avoir pour que vous ne soyez pas candidat. Mais du moment où nous avions fixé l'âge de la majorité à tel, il faudrait en tenir compte pour déterminer l'âge pour rediriger un pays. Macron, on dira tout ce qu'on veut, il est le président de la République française. Il a été président avant d'avoir 40 ans. Les Français n'ont pas dit, c'est un enfant, c'est un petit. Pourquoi le prendre? Ils l'ont pris. Ils l'ont repris. Ils l'ont repris. Vous voyez avec moi, monsieur le journaliste. Alors en dehors de ces articles-là... Vous avez... Oui. Il y en a plein. Il y en a plein. C'est pour vous dire que il faudrait que les gens s'asseyent. Que les gens s'asseyent, réfléchissent et nous disent ce qu'il faut faire. Moi, à ce niveau, je ne peux pas tout vous dire. Nous lisons
c'est toute une équipe qui travaille avec Jacques Bigan. Et si on me demande aujourd'hui ce que nous pensons de la révision de la Constitution, je ne parle pas d'un troisième mandat. Et vous vous souvenez quand j'avais dit... Vous ne parlez pas du troisième mandat? Non, je parle de la révision... Vous ne souhaitez pas une nouvelle république? Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Je suis dans un contexte où le droit évoluant, il faudrait tenir compte de l'évolution de nos textes qui nous gouvernent. Oui, certains aussi peuvent penser que l'évolution aussi peut permettre à ce qu'on puisse sauter le verrou de deux mandats. Quand vous rentrez dans ces considérations, vous n'êtes plus objectif. Un juriste, ceux qui le pensent aussi, un juriste doit faire... Bon, ça les regarde. Vous voyez, c'est ici même. Lorsque vous m'aviez posé une question concernant le troisième mandat du président Patrice Talon. Et je vous ai répondu que je ne parle pas du troisième mandat. Je vous parle de ce qui peut être. Et de manière pédagogique, je vous ai dit ce qui doit être fait pour aller à la révision de la Constitution. Vous vous souvenez, des gens sans avoir écouté ce que Jacques Bigan et M. Cadet ont dit, ont saisi la Cour constitutionnelle. Pas seulement des gens qui ne maîtrisent pas, mais des journalistes ont saisi, ont fait des... Je ne sais pas, il y a eu des émissions sur Jacques Bigan. Au finish, la Cour dit, mais non. Mais il n'a pas violé la Constitution, Jacques Bigan. Il n'a pas méconnu la Constitution. Vous vous souvenez, il me semble. Oui. Il y a eu des tapages. C'est pour ça que je vous dis, quand Jacques Bigan dit, c'est par rapport à nos tests. Et je continue à dire en ce qui concerne le président Patrice Talon. Mais nous l'avions... Je dis bien nous, le peuple béninois lui a confié une mission en 2021 et qu'il continue sa mission jusqu'en 2026. C'est une mission qu'on lui a confiée et tous les ans depuis 2021, il vient nous rendre compte. Et nous avions apprécié cette mission. Et moi, personnellement, je ne vous le cache pas, on peut être pour, on peut ne pas être pour. C'est normal. Nous sommes dans une société où on ne peut pas avoir une pensée unique. Même au niveau de la mouvance, tout le monde ne partage pas les mêmes opinions. L'essentiel, c'est que quand nous allons décider tous ensemble, que ce soit dans l'intérêt supérieur de notre nation, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la mouvance, il faudrait que les critiques soient objectives, constructives et porteuses. Dans quel intérêt? Pour le bien-être des Béninois, pour le bien-être de notre pays. Mais aujourd'hui, nous avions vu le président Patrice Talon, il nous a dit ce qu'il en est conformément à ce qui est prévu à l'article 72 de la Constitution. Le discours qui va nous rendre compte de ce qu'il a fait en un an. Est-ce qu'il a bien accompli cette mission que nous lui avions confiée? Mais je vous ai dit, j'ai été ému, j'ai aimé, j'ai apprécié, je vis cela. Ne pas reconnaître cela, sourions et continuons. Et c'est en cela que je demande que ce qu'il a dit le président Patrice Talon hier à l'Assemblée nationale, monsieur le journaliste, que tous les partis politiques relayent cela dans les contrées, dans les quartiers, dans les villages, dans les arrondissements, dans les villes, parce que le président Patrice Talon a parlé en 40 minutes. Il a fait une synthèse de ce qu'il a dit. Mais que les ministres, les députés, les membres des différents partis politiques se lèvent pour relayer cela. Ça s'impose. Si nous ne le faisons pas, comment les gens sauront ce qui se passe à Cotonou alors qu'ils sont à Malanville? Comment les gens sauront ce qui se passe à Natitengou alors que cela se passe à Lokossa? Comment les gens sauront ce qui se passe à Dangbo alors qu'ils sont à Djougou? Sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'énergie. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à Akpakpa. Ils sont combien à savoir que l'eau, l'autonomie de l'eau sera une réalité d'ici l'année prochaine à Akpakpa. C'est-à-dire, l'eau qui viendra servir à Akpakpa ne viendra plus des zones que comme cela se passait. Akpakpa sera autonome en matière de l'accès à l'eau potable. C'est du jamais vu depuis 1960. Alors que tout le monde sait ce que représente l'eau pour notre pays, monsieur le journaliste. C'est une réalité vivante au niveau de la santé. J'ai entendu des gens de l'opposition dire il n'y a rien. Ni au niveau de l'énergie, ni au niveau de l'eau. Je dis, mais que voulez-vous? Ils ne sont pas Togolais, ils ne sont pas Nigériens, ils ne sont pas Ghanéens, ils ne sont pas Nigérians. Ils sont des Béninois. Alors,
alors, au moment de venir à l'Assemblée nationale, ils ont vu ce qui se passe de céder à Porte-Novo. Mais ils disent qu'il n'y a rien. Oui, parce que peut-être ce n'est pas en conformité avec leurs attentes. Et c'est leur rôle, d'opposants politiques, de critiquer ce qu'ils estiment ne pas être parfait. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais ce qu'ils recherchent, vous ne verrez jamais, je dis bien jamais, l'opposition, surtout le parti Les Démocrates et d'autres, vous dire voilà notre programme, ou qui dit que nous pourrions mieux faire. Et leur préoccupation, leur programme se résume. Parfois ils opinent, ils disent qu'on aurait pu. Non, leur programme, moi je connais le programme. Libérer Madougou, libérer Adjivo, c'est tout. Ils ont été rencontrer le chef de l'État. Je m'attendais à ce qu'il parle de la santé, de l'éducation, de l'énergie, en disant, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ceci? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire cela? Mais j'ai été surpris que toute leur requête se situe au niveau de l'amnistie. Oh mon Dieu, au niveau de la grâce présidentielle. Je me suis demandé... Les acteurs politiques, ils ont des leurs qui sont hors du pays. À leur place, vous aurez fait pareil. Mais bien entendu, il y en a également des Béninois. Monsieur Vaudounon, Désiré, il est d'où? Il est de quel parti? Il n'est pas de la mouvance? Du bloc républicain. Alors, Dassigli, d'autres, ils sont de quel parti? Ils ne sont pas aussi de la mouvance? Alors que le chef de l'État a su bien leur répondre en disant, vous voulez qu'on amnistie? Si cela devrait même se faire, je préfère le faire vis-à-vis de ceux qui ont été manipulés. Ceux qui ont été manipulés et qui ne sont responsables à rien qu'on a utilisé et qui se retrouvent encore au Youf aujourd'hui. J'ai apprécié, en les regardant les yeux dans les yeux, le président Talon disait au président Boniaï, c'est triste, vous me parlez d'amnistie. Amnistie, d'accord. Mais pour ceux qui ont été manipulés, ces enfants qui ont été manipulés, ces élèves qui ont été manipulés, ces artisans qui ont été manipulés, ces étudiants qui ont été manipulés, ces jeunes qui ont été manipulés. Et c'est ceux qui les ont manipulés, et ils profitent, ils vont, ils viennent. Ils vont voir le président Patrice Talon. Au lieu de dire au président Patrice Talon, nous voudrions discuter avec vous sur la diplomatie de notre pays, sur le social, sur ceci, sur l'agriculture, sur, je ne sais pas, sur le tourisme, sur la culture. Mais non. Ils ont sûrement des propositions. Mais c'était l'occasion rêvée. Et quand même ils n'auraient pas eu le temps, vous connaissez le président Patrice Talon, il leur dira, bah, écoutez, je suis d'accord avec vous. La preuve, lorsqu'ils étaient partis voir le président Patrice Talon. Il y avait l'ordre du jour. Mais l'ordre du jour. L'ordre du jour. Vous êtes lié à la correspondance de Boniaï à la communauté internationale. Mais, alors, vous venez de dire la correspondance du président Boniaï à l'international. On est d'accord. Mais est-ce qu'ils se sont arrêtés là? Au lieu de parler du social, au lieu de parler de l'agriculture, on a parlé le social. Vous pouvez me répéter ce qu'il a dit? Il a exprimé un peu des inquiétudes que des citoyens peut-être ressentent aussi dans la ville de Cotonou et hors du pays, hors de Cotonou, j'allais dire. Vous savez, ce que j'ai entendu... Jacques Bigan, est-ce que vous êtes peut-être d'accord avec peut-être moi et bien d'autres Béninois qu'il y a des citoyens qui, malgré les efforts qui sont faits, malgré tout ce qui est dit à la télévision, à la radio, qu'ils apprennent par rapport aux efforts fournis par l'administration de Talon, eux, ils n'arrivent pas à constater. Mais écoutez, vous savez, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est tout simple. Merci, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Jacques Migan, vous allez regarder dans votre caméra, vous connaissez la tradition. Un mot à l'endroit de tous ceux qui ont voulu suivre cet entretien. Nous sommes ce 24 décembre à la veille de Noël. Vous allez quand même formuler quelques vœux pour cette fête de la Nativité. Non, je crois que je voudrais, si vous me le permettez, nous sommes à la veille du 25 décembre, qui est la fête des chrétiens. Que la fête soit belle. Que je souhaite à tous les Béninois, quelle que soit la religion, qu'ils soient croyants, qu'ils ne soient point croyants, je souhaite une bonne fête. Puisque nous croyons tous en Dieu. Et même ceux qui ne croient pas en Dieu, Dieu qu'il nous donne une bonne santé, qu'il nous donne la paix pour notre pays. Et que nous puissions demeurer toujours unis comme ce que nous sommes aujourd'hui. Pas de guerre au Bénin. Pas de guerre, quel que soit le pays. Et je me réjouis lorsque j'ai écouté le président Patrice Talon dire hier, en ce qui concerne notre pays, il faudrait que le pays change d'état d'esprit. Et cela se confirme désormais. Et j'ai apprécié tout ce que le président Patrice Talon a dit.
c'est-à-dire le compte rendu qu'il nous a fait. C'est une obligation de résultat de la mission que nous lui avions confiée et qu'il a su faire. J'entendais M. Simon, qui est un ami à moi, qui est de l'opposition, dire hier, le président Patrice Talon, s'il était en classe de CM1, on lui sauterait de classe pour qu'il se retrouve en 3e, c'est-à-dire au collège. C'est possible. Moi, j'étais ému, j'étais heureux. Je voudrais aussi que l'État béninois prenne les dispositions qui s'imposent pour que ce que nous constatons, la lutte contre la corruption que mène le président Patrice Talon avec beaucoup de rigueur, que les gens comprennent que ce n'est pas normal qu'il continue à faire comme si de rien n'était, alors que nous avions changé. La corruption est une lutte implacable du gouvernement Patrice Talon aujourd'hui. Et je souhaiterais, indépendamment de la saisine du dossier par la justice, que sur le plan administratif, qu'on cherche à savoir pourquoi, de 2019 à ce jour, on ait pu laisser faire. Où sont passés les contrôles qui devraient se faire sur le plan financier? Et en fait, comme je le dis toujours, la Constitution a prévu les articles pour sa révision. L'article 154, 155, 156. Et c'est en cela que je demande son enlèvement, que ceux qui maîtrisent la Constitution, les constitutionnalistes, et tous ceux qui soient point juristes, reprennent la Constitution de notre pays, qui a 33 aujourd'hui, pour voir les articles que j'ai évoqués. Il y en a d'autres. C'est l'article 50, l'article 26, l'article 42, l'article 44. Il y a d'autres articles. Et sur le plateau aujourd'hui, monsieur le journaliste, vous-même, vous aviez évoqué un autre cas de vice-président. Je dis, mais ça veut dire que la Constitution doit faire l'objet de révision. Sur quel plan? Les constitutionnalistes nous le diront. Voilà ce que je peux vous dire. Et encore, bonne fête de Noël aux uns et aux autres. Merci à vous, Jacques Migan. Chers amis internautes, de cet entretien, on retiendra que Jacques Migan, sur le discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation, il a tenu à mentionner le fait que Patrice Talon a sacrifié à une obligation constitutionnelle. Patrice Talon est soucieux du bien-être des Béninois, a fait comprendre Jacques Migan tout au long de cet entretien. Il met au défi ceux qui peuvent venir contredire tout ce qui a été évoqué dans le discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation, tout ce qui fait part de ses prouesses, qui vante les prouesses et les mérites de sa gouvernance. Il met au défi toute personne qui puisse venir dire le contraire. Il a démontré la bonne foi du Bénin dans le cas du conflit entre le Bénin et le Niger par rapport à la frontière bénino-nigérienne. Selon Jacques Migan, l'administration Talon est disposé à ce que la frontière soit ouverte et que les activités reprennent leur cours normal. Il se réjouit des 12 milliards qui sont prévus pour le microcrédit à la FIA dans l'exécution du programme Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Il était très ému quand il entendait le président Patrice Talon dire son discours. Il a aimé et selon lui, Jacques Migan vit tout ce qui a été dit par Patrice Talon. Il salue l'annonce des filières arachides et manioc qui auront avec pour bonus la production de l'huile d'arachide, ce qui permettra au Bénin de ne plus importer de l'huile d'arachide, mais d'en produire, d'en consommer et même d'en exporter. Il a tenu à mentionner que le Bénin est le seul pays à maintenir l'inflation à 3%. Lorsqu'il a été interrogé sur le scandale à l'Office béninois de sport scolaire et universitaire, il a fait savoir que malgré les efforts du gouvernement du président Patrice Talon, il y a toujours des brebis galeuses. Il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent filer entre les mailles du filet. Quelle est la responsabilité du ministre des Sports d'alors? On doit l'interpeller, estime Jacques Migan, ancien bâtonnier. Les structures d'inspection de contrôle comptent-elles effectué de 2019 à 2023? Il estime qu'il faut revoir également l'organisation, l'organigramme et la structure des différents ministères afin de parer à de tels délits. Il a fait savoir, lorsqu'il a été interrogé sur ses motivations pour la révision de la Constitution béninoise, il a fait savoir que le monde évolue, le droit évolue. Aux États-Unis, on parle d'amendement et sa Bible sur le plan politique, c'est la Constitution. Il la lit très régulièrement. Boniaï est en position élective, a-t-il dit. Il a fait une démonstration, si Boniaï
arriver à être élu président de l'Assemblée nationale, comment il pourrait se retrouver catapulté président de la République par la force de certains événements. Pour lui, selon Jacques Migan, les articles 26, 42, 44 et 50 de notre Constitution méritent d'être révisés pour plus de clarification et beaucoup plus d'adaptation aux réalités actuelles. Il a fait savoir que l'espérance de vie au Bénin interroge et donc il faut revoir, il est impératif selon lui, et c'est sans discussion d'ailleurs, que pour lui il faut revoir au rabais la disposition d'âge à 40 ans, car pour lui, il y a beaucoup de présidents de grandes puissances qui n'ont pas eu 40 ans avant d'accéder aux fonctions présidentielles. Il a rappelé que les 70 ans qui constituent la limitation d'âge avaient été mis pour éliminer des personnes et il pense que cela également peut être revu aujourd'hui puisque, par exemple, aux États-Unis, nous avons Joe Biden qui a plus que cela et pourtant veut candidater pour la prochaine présidentielle. Nous avons également Donald Trump qui a plus que cela et également sera candidat. Et donc, Jacques Migan estime que le président de son parti politique, Ablaye Biotchane, on pourrait revoir ces dispositions à ce niveau-là. On pourrait la revoir également pour d'autres personnes qui, quand même, ont plus de 70 ans et sont toujours très actives, en bonne santé et peuvent servir la nation. Il ne parle pas d'un troisième mandat lorsqu'il parle de la révision de la Constitution. Il a tenu à le marteler, à le mentionner. Il dit que sa démarche est purement objectif. Il invite les constitutionnalistes à s'y pencher, à y réfléchir pour que cette constitution soit révisée à travers un consensus. Il invite les soutiens du président Patrice Talon, les partis politiques et les autres sympathisants à relayer abondamment dans toutes les contrées le discours sur l'état de la nation afin que les populations à la base soient véritablement informées. En fin d'émission, il a tenu à également commenter l'activisme politique du parti politique Les Démocrates. J'espère que c'est le résumé de ce que vous avez dit. Mais c'est bien cela, M. Cadet. Merci à vous, et Jacques. Et à vous aussi, Migan. je vous souhaite joyeuse fête de Merci Noël. beaucoup. Je rappelle qu'il s'agit de Jacques Migan, ancien bâtonnier, membre du bureau politique, directeur du Centre international de formation en Afrique des avocats francophones. Merci à vous, Jacques Migan. Merci d'être passé. Je crois que dans les jours à venir, un jour, on parlera du CIFAF. Absolument, je parlera du CIFAF parce qu'il y a de très belles choses qui sont effectuées également là-bas. Merci à vous, chers amis internautes. N'oubliez pas le rendez-vous de 19h pour le JT et joyeux Noël.